Bonsoir à tous et bienvenue dans la rétrospective environnementale. La prochaine saison agricole et hydrologique s'annonce à grands pas dans les régions du nord du Togo. L'Agence nationale de la météorologie a dévoilé les résultats de la prévision aux médias. Les détails dans quelques instants. En Côte d'Ivoire, l'exécutif a annoncé l'opérationnalisation du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli dans la région du sud-ouest. Cet ouvrage, doté d'une capacité de 112 MW, permettra de renforcer la fourniture d'électricité dans le pays. Et puis en RDC, des pluies diluviennes ont coûté la vie à plus de 100 personnes dans le sud Kivu. Plusieurs personnes se sont déplacées. On note d'importants dégâts matériels. L'Agence nationale de la météorologie a annoncé mercredi dernier aux médias lors d'une conférence de presse les prévisions de la prochaine saison agricole et hydrologique 2025 dans le nord du pays. Selon les experts de la météo et du climat, cette saison s'annonce très bien avec une situation normale à tendance excédentaire. Néanmoins, les populations sont appelées à plus de vigilance. Le reportage est signé Viva Samana avec les images de Emeka Gadja. Toujours dans sa dynamique de prendre une longueur d'avance sur le temps qu'il fera, l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, a procédé ce 14 mai 2025 à la diffusion des prévisions saisonnières de la prochaine saison pluvieuse dans la zone climatique nord du Togo. Devant la presse, les experts de la météo et du climat ont présenté et expliqué les caractéristiques de cette période pluviale qui démarre imminemment. Sur le plan cumul pluviométrique, au cours de la période couvrant les mois de juin, juillet et août, une situation normale à tendance excédentaire est prévue dans les savanes, alors qu'il est attendu dans la Kara et la centrale des pluies excédentaires. En ce qui concerne les mois de juillet, août et septembre, une situation excédentaire anormale est prévue dans toute la zone nord. Sur le plan agrométéorologique, il est prévu un démarrage précoce anormal à l'exception de l'extrême nord du pays où un début tardif anormal est attendu. Les dates de fin de saison agricole tardive anormale sont attendues dans toute la zone nord. Les séquences sèches longues à tendance normale sont prévues aussi bien en début que vers la fin de la saison. La saison pluvieuse qui s'annonce favorable dans la zone climatique nord du Togo nécessite néanmoins des précautions de la part de la population. On aura une très belle saison au niveau de la grande zone climatique nord. Maintenant, au niveau des écoulements, donc dans la prévision, on a pu détecter que au niveau du fleuve Oti, nous allons avoir des débordements au niveau de ce fleuve-là. Donc, il va falloir que la population riveraine doit faire énormément attention par rapport à leur culture, par rapport à leurs activités. Dans le mono supérieur, la situation sera maîtrisée, il n'y aura pas trop de débordements, mais il va falloir appeler à l'attention des populations qui vivent au bord de ce fleuve-là de faire énormément attention. Au vu de ces prévisions, les populations et surtout les acteurs agricoles doivent se ménager et prendre des dispositions idoines. Utiliser prioritairement les espèces et variétés de cultures améliorées, adaptées de cycle court et haut rendement. Éviter l'occupation des zones inondables pour les habitations, les cultures et l'élevage. Veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Il est recommandé de suivre régulièrement les mises à jour, les prévisions quotidiennes et intrasaisonnières. Avec toutes ces caractéristiques, les populations de la zone climatique septentrionale du Togo sont au parfum du temps qu'il fera au cours de cette saison pluvieuse, malgré les variabilités climatiques. L'Union régionale des organisations de producteurs de céréales de la région maritime a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation et de dégustation autour des cultures oléoprotéagineuses. Cette démarche vise non seulement
à faire la promotion de l'alimentation locale, durable et nutritive, mais aussi de renforcer la résilience agricole face au climat. Honoré Kata. Afin de renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique, l'Union régionale des organisateurs des producteurs de céréales de la région maritime a lancé le 5 mai à Afania une campagne de sensibilisation et de dégustation autour des cultures alloprotagineuses. À travers cette initiative soutenue par la Fondation Avril et l'ONG AFDI Hauts-de-France, l'Union entend promouvoir des produits locaux tels que le pois d'Angole et l'arachide, connus pour leur richesse nutritionnelle et leur capacité d'adaptation au sol dégradé et à la faible pluviométrie. Cette journée a permis d'illustrer concrètement les atouts agroécologiques de ces légumineuses qui, en plus de leur apport protéique, contribuent à maintenir la santé des sols, notamment en association ou en rotation avec le maïs. Face à l'enthousiasme suscité par la dégustation, les organisateurs espèrent enclencher un véritable changement d'habitude alimentaire et agricole. L'ambition est claire, structurer d'ici 2027 une filière locale d'alloprotagineux durables, du champ jusqu'à l'assiette, et ancrer ces produits dans les marchés régionaux. Pour l'association, cette reconquête des cultures oubliées s'inscrit dans une stratégie globale de souveraineté alimentaire portée par les savoirs locaux et les pratiques agroécologiques. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a initié à Lomé une rencontre axée sur le renforcement des capacités. Ce rendez-vous avait pour but de travailler sur les qualités des projets qui seront présentés aux bailleurs afin de bénéficier des financements climatiques. Le point avec Honoré Kata. Le ministère de l'Environnement a ouvert ce lundi 12 mai 2025 à Lomé une réunion technique de 3 jours consacrée au renforcement des capacités nationales en matière de mobilisation des financements climatiques. Organisée dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, cet atelier réunit des représentants de l'administration publique, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts avec pour ambition de rendre les projets climatiques togolais plus compétitifs sur la scène internationale. À l'ouverture des travaux, la directrice de l'environnement, Mary Yaou, a insisté sur l'importance de maîtriser les procédures spécifiques à chaque mécanisme de financement. Le Togo, engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, peine encore à mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser ses priorités dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la foresterie, les procédés industriels, l'eau et les transports. Selon la coordinatrice du projet, cette initiative vise à fournir aux acteurs nationaux des outils concrets pour maximiser leurs chances d'accès au financement disponible. L'atelier bénéficie de l'appui technique du Global Green Growth Institute, organisation que le Togo a officiellement rejoint en 2023 pour renforcer son action climatique et accélérer sa transition vers un développement durable et résilient. Et dans la région des Savanes, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a procédé à la remise de kits agricoles à ses membres du secteur agricole. Cette action permet de renforcer les opérations agricoles et de promouvoir des pratiques durables. Irène Papadia. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés, des équipements agricoles ont été offerts à 43 coopératives issues des préfectures de Toune, Bendial et Oti-Sud pour la production dans les filières céréales, maraîchage et légumes. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 348 millions de francs CFA, ces équipements sont acquis à travers le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables. Ces équipements composés de 2 tracteurs, 8 motoculteurs, 5 tricycles, 80 semoirs, 57 pulvérisateurs, 35 motopompes, 100 bâches et 100 sacs permettront d'accroître l'efficacité des opérations agricoles, de stimuler l'innovation et de promouvoir des pratiques durables. Il s'agit aussi de rendre disponibles les équipements aux jeunes et femmes entrepreneurs agricoles en vue d'améliorer leurs revenus et de réduire les risques d'extrémisme violent. Le gouverneur de la région des Savanes, Afoua Tchadedji, a souligné que ces équipements constituent des moteurs de croissance pour leurs entreprises et surtout des leviers essentiels pour améliorer leurs conditions de vie. Il les a encouragés à persévérer dans leurs efforts, à saisir cette opportunité avec détermination et à continuer à innover dans leurs secteurs respectifs.
Le PNUD, à travers ce don, réaffirme ainsi son engagement à accompagner le gouvernement togolais et les différentes parties prenantes dans leurs efforts de développement de l'entrepreneuriat agricole. Un sous-projet d'appui à l'assainissement des communes Golfe 1, 2, 4 et 6 a été lancé la semaine dernière par l'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique à travers le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Ce projet répond aux objectifs, notamment la recherche des solutions face à la pollution de l'environnement et la lutte contre le phénomène de la défécation à l'air libre. Léon Sabo et Mekagatia. En vue de trouver des solutions aux défis liés à la pollution environnementale, de lutter contre la défécation à l'air libre, surtout à la plage, et d'améliorer le cadre de vie des communautés, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, la NASAP, en étroite collaboration avec les communes Golfe 1, 2, 4 et 6, a mis en œuvre le sous-projet d'appui à l'assainissement dans les dites communes. Les activités de ce projet, soutenues financièrement par le projet d'investissement de la résilience des zones côtières Ouakar-Zip, ont été lancées officiellement le vendredi 9 mai dernier à la commune Golfe 6. Le projet Ouakar, comme vous le savez, c'est un projet qui vise le renforcement de la résilience des communautés et des zones. Dans le cadre de ces actions, elle intervient dans 5 domaines particuliers. Il y a la protection côtière, la lutte contre les inondations, la lutte contre la pollution, la lutte contre la dégradation des sols et la conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité. Le sous-projet dont on vient de procéder au lancement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pollutions. Et par rapport à cet aspect, nous appuyons les actions ou les activités qui ont trait à l'assainissement, à la gestion des déchets liquides et solides. Et à travers ce sous-projet, justement, on est en train de régler une question d'assainissement et au niveau de ces 4 communes, Golfe 1, Golfe 2, Golfe 4 et Golfe 6. Et ce sous-projet permettra de mettre en place un certain nombre d'ouvrages qui sont les latrines au niveau de ces communes-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à notre grand marché aussi, il y a un bloc sanitaire qui va être mis en place pour permettre vraiment à toute cette communauté ou à toute cette population qui va au grand marché de pouvoir se soulager au niveau à travers ces latrines. Oui, bon, à travers le sous-projet dont on vient de lancer le démarrage, disons que cela est beaucoup plus concentré vers l'espace qui n'est pas la plage. Parce que nous avons d'autres actions au niveau de la plage, justement pour permettre aux communautés de ces plages-là de pouvoir aussi bénéficier des latrines, de ne pas déféquer à l'air libre. Donc on a un autre programme, mais qui n'est pas fait avec la NASAP, mais qui est fait dans un autre cadre avec d'autres partenaires. Mais avec la NASAP, je crois les constructions en dehors au niveau du grand marché où vous aurez les blocs. Et la plupart, c'est au niveau des communes et je crois que c'est un peu à l'intérieur. Marqué par la présence du directeur général de la NASAP, des autorités préfectorales et communales, des chefs traditionnels, des représentants des communautés ainsi que les partenaires, cette cérémonie de lancement a été scellée par la présentation détaillée des travaux effectués par le responsable du projet. Au total, 10 lieux ont été spécifiquement sélectionnés pour la réalisation de ces infrastructures d'assainissement. Dans la mise en œuvre de ce sous-projet, 3 résultats importants ont été retenus pour être évalués à la fin. Et le premier résultat, c'est de pouvoir doter certains lieux publics, hors ceux de la côte, à pouvoir avoir certaines infrastructures d'assainissement de base. On veut parler des latrines publiques. Et ces lieux sont des marchés et écoles primaires. Nous aurons aussi à construire des latrines publiques au niveau de la plage de Lomé. Vous n'êtes pas sans savoir que notre plage est vraiment en manque, pour ne pas dire à une insuffisance des infrastructures d'assainissement de base, où quand la population s'y rend, souvent elle a des difficultés à pouvoir se mettre à l'aise. Donc il y avait déjà une phase pilote
qui a été réalisé dans le cadre de ce projet, il y aura aussi certains. Et pour finir, nous aurons à faire des renforcements de capacités à travers un atelier de formation des acteurs et des sensibilisations pour l'éveil de conscience afin de pouvoir stimuler dans le comportement de nos concitoyens un changement de comportement. Le projet sera réalisé dans 4 communes. Et au niveau de la commune Golfe 1, nous aurons à réaliser les ouvrages au niveau de l'EPP Kouloubatem, marché d'Adapame, et une infrastructure sera réalisée sur la plage en face de l'hôtel de la Paix. Au niveau de la commune Golfe 2, il y a l'EPP Wuporti qui a été retenu et l'EPP Edjeranawe 2. Pour ce qui concerne la commune Golfe 4, 3 sites ont été retenus. Il y a le marché de Anoukope, il y a au niveau de la plage, en face du grand marché d'Adaolato, il y a un complexe de latrines composites qui seront installés et un autre en face de l'hôtel Tano, non loin de l'ambassade de l'Allemagne. Et pour terminer, la commune Golfe 6 bénéficiera aussi de 2 infrastructures qui sont reparties au niveau du marché de Vego et le marché de Kogan. Il faut noter que ce sous-projet d'appui à l'assainissement a été financé à hauteur de 309 750 000 francs CFA avec un délai d'exécution de 2 ans, notamment de décembre 2024 à décembre 2026. Une quinzaine de journalistes ont préparé la semaine dernière à un atelier de sensibilisation sur la corruption et la protection de l'environnement organisé par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Cette rencontre consistait à améliorer la gouvernance environnementale à travers la création d'une agence nationale de recouvrement des avoirs volés. Honoré Kata. Dans la mise en place d'une gouvernance tournée vers la transparence et la responsabilité, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANSI Togo a réuni jeudi 8 mai 2025 à Lomé une quinzaine de journalistes lors d'un atelier de sensibilisation. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser les médias pour soutenir la création d'une agence nationale de recouvrement des avoirs volés, une structure jugée cruciale par l'ANSI pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, mais aussi pour protéger les ressources naturelles, souvent menacées par des pratiques illégales couvertes par la corruption. Ce lien entre corruption économique et destruction environnementale reste peu documenté, bien qu'il soit flagrant. Orpaillage clandestin, coupe illégale de bois, permis opaques dans les zones protégées, autant d'activités qui contribuent à l'effondrement écologique tout en enrichissant des ressources criminelles. Pour l'ANSI, la création d'une agence de recouvrement permettrait non seulement de confisquer les biens acquis illicitement, mais aussi de réinjecter ces ressources dans des projets durables. Pour le président de l'ANSI Togo, Fabrice Ebé, il estime que 50 milliards de francs CFA s'évaporent chaque année en Afrique dans des circuits parallèles, une manne qui pourrait financer des initiatives de reboisement, d'assainissement ou de résilience climatique. L'ANSI Togo plaide donc pour l'adoption d'une loi ambitieuse, créant une telle agence dotée de véritables moyens d'enquête, de coopération internationale et de gestion des avoirs saisis. Si des modèles existent ailleurs sur le continent, notamment au Sénégal ou au Nigeria, le Togo accuse encore un retard à la matière. En formant les journalistes au mécanisme du blanchiment et du recouvrement, l'ANSI espère susciter une nouvelle génération d'enquêteurs capables de relier les crimes économiques à leurs conséquences écologiques. Et dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la construction du barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli dans le département de Soubré est achevée à 100% après 4 ans de travaux. L'infrastructure prête à entrer en service avec une capacité de 112 MW vient renforcer la stratégie énergétique nationale du pays. L'annonce a été rendue publique par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafo. Avant cela avec Irène Papadina. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 5 mai dernier que le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli est désormais en activité pour assurer un accès universel à l'électricité pour sa population. Doté d'une capacité de 112 MW, ce barrage hydroélectrique vise à améliorer l'approvisionnement en électricité dans la région sud-ouest du pays.
Lancé en août 2021, le projet a mobilisé 247,28 milliards de francs CFA, dont plus de 115,7 milliards de francs CFA ont été fournis par l'État. Ce barrage, conçu par la société Sino-Hydro, intègre des avancées techniques et écologiques afin de minimiser son influence sur la biodiversité, l'agriculture et la pêche. Le secteur des énergies renouvelables gagne en dynamisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, porté par le solaire et l'hydroélectricité. À ce jour, 3 nouveaux barrages sont prévus sur le fleuve Sassandra. Cette dynamique s'inscrit dans l'objectif du gouvernement d'atteindre 45% des énergies renouvelables dans le mix électrique à l'horizon 2030. En République démocratique du Congo, les habitants du village de Kasaba, situé dans la province du Sud Kivu, ont été surpris par les pluies torrentielles alors qu'ils étaient en plein sommet. Les inondations ont fait une centaine de morts et des dégâts matériels considérables. Vivas Ama. Les habitants du village de Kasaba de la région du Sud Kivu ont passé une nuit terrible à la fin de la semaine dernière. 104 personnes ont perdu leur vie suite à des inondations provoquées par le débordement du lac Tanganyika. Des éboulements aussi sont constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Des éboulements sont aussi constatés suite aux pluies torrentielles qui sont abattues sur la localité. Plus d'une centaine de maisons sont écroulées, laissant plus de 850 personnes sans abri. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, a dépêché en urgence une équipe pour évaluer la situation. Pendant ce temps, les opérations de secours sont en cours pour sauver la population du sinistre. Ces terribles inondations viennent empirer la vie des milliers de Congolais de l'Est qui subissent déjà depuis plusieurs semaines la guerre entre l'armée régulière et les groupes armés AFC M23. La société civile appelle les belligérants à ne pas perturber l'acheminement des vivres et non-vivres aux sinistrés. Au Maroc, le roi Mohamed VI a procédé au lancement d'un programme logistique contre les catastrophes naturelles. Ce projet d'une valeur de 7 milliards de dirhams devrait contribuer à stimuler les capacités de riposte et à éviter ces calamités. Suivant. Le Maroc a élaboré un plan national ambitieux de lutte contre les catastrophes naturelles. Cette décision intervient à la suite du tremblement de terre qu'a connu le pays en 2023. Pour joindre l'acte à la parole, un programme logistique du réseau national de plateformes d'urgence a été initié le 7 mai 2025. Ce projet prévoit la construction de plusieurs sites permettant de prévenir les risques et accentuer les capacités d'intervention contre les catastrophes naturelles. Les travaux de construction du premier site ont été lancés à Salé, dans la commune d'Amer, par le roi Mohamed VI. Le projet, évalué à 7 milliards de dirhams, consistera à construire environ 36 entrepôts répartis sur 12 plateformes régionales. Chaque plateforme sera dotée de stocks stratégiques, dont 200 000 tentes, lits de camp, cuisine mobile, générateur, unité de potabilisation, équipement pour séisme, feux de forêt ou accidents chimiques. La mise en œuvre du projet s'étend sur une période de 12 mois. La Tunisie, avec le soutien de la Banque mondiale, envisage de lancer un projet d'irrigation visant à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Cette initiative a été présentée lors d'un atelier de formation sur la sécurité de l'eau en Tunisie. Elle se résume à l'irrigation d'environ 20 000 hectares de terre avec des eaux usées traitées. Dans un contexte du stress hydrique, le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, avec le soutien de la Banque mondiale, envisage un programme d'irrigation pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Le projet prévoit l'irrigation d'environ 20 hectares de terre avec des eaux usées traitées. L'annonce a été portée publique lors d'une rencontre de formation sur la sécurité de l'eau en Tunisie par Hamadi El Habib, secrétaire d'État chargé des ressources en eau. À travers une présentation, il a souligné les stratégies qui seront adoptées par le ministère en matière de la gestion et de la sécurité des ressources en eau.
Il précise que le ministère ne ménage aucun effort pour assurer une gestion optimale de l'eau à travers une révision du Code de l'eau et le suivi des programmes traditionnels de mobilisation des ressources en eau. Les plans d'action du ministère, selon le secrétaire d'État, comprennent la priorisation de l'eau potable, l'élaboration d'un plan de communication national et régional, la mise en œuvre de plans d'action avec d'autres ministères, la consommation d'eau et la création d'une cellule de continuité 24 heures sur 24 au sein du ministère de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux. En outre, un autre programme de coopération avec la partie italienne permettra d'irriguer 11 500 hectares de terres domaniales en coordination avec le ministère de l'Environnement, a-t-il notifié. En gros, le programme consistera à construire les barrages et les digues de montagne, à augmenter la capacité de stockage des barrages, à construire des réservoirs d'eau, des installations de conservation d'eau dans le sud de la Tunisie. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à tous. Prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.